C'est à toi. Arrête avec ton ton de petit chef, Juliette. Ma sœur Élodie a approché le téléphone de son visage, affichant un sourire tranchant et cruel. Derrière elle, j'ai vu une masse posée contre les débris fracassés de mon four à pain en briques d'époque. Papa et maman étaient d'accord, cet endroit est dépassé. Il me faut un showroom pour mon art floral. Tu n'étais qu'un bouche-trou en attendant. Maintenant, sois une bonne sœur et signe le transfert de gérance, ou je dirai à tout le monde que tu as abandonné l'entreprise familiale. Je l'ai regardé donner un coup de pied dans un tas de gravats. Le carnet de recettes manuscrit de ma grand-mère gisait là, déchiré et couvert de poussière de briques. Sophie, ma responsable de nuit, tenait le téléphone en sanglotant. Elle m'avait appelé quelques instants plus tôt pour me dire que mes parents étaient arrivés avec un serrurier, prétextant que je les avais autorisés à entrer de force pour une urgence d'étanchéité. J'ai serré mon téléphone, mais j'ai forcé ma voix à rester stable. Fais sortir ton équipe tout de suite, Sophie. J'ai dit, n'intervenez pas. Je transfère vos salaires sur ma holding personnelle avec effet immédiat. Vos emplois sont en sécurité. Puis j'ai regardé Élodie une dernière fois. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas battu. J'ai fait une capture d'écran. D'accord, ai-je dit, et j'ai raccroché. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas hurlé, pourquoi je n'ai pas pris le premier avion pour les arrêter, vous devez comprendre les mathématiques de ma famille. Pendant 32 ans, j'ai été l'actif. Et ma sœur Élodie a été le passif. Mes parents ne l'ont jamais vu ainsi. Bien sûr, pour eux, Élodie était le rêve, l'artiste, le génie fragile qui avait juste besoin d'une chance de plus pour briller. Moi, j'étais la machine qui gardait la lumière allumée. J'ai bâti la réputation de cette boulangerie, non pas avec l'argent de la famille, mais avec 8 années de réveil à 3 heures du matin et des brûlures sur les avant-bras qui ne cicatrisaient jamais vraiment. Je n'ai pas seulement appris à faire du pain. J'ai appris à survivre dans une ville qui dévore les petites entreprises. J'ai passé des nuits à étudier le plan local d'urbanisme et les permis de structure parce que notre immeuble est classé aux monuments historiques. Je connais chaque brique, chaque poutre porteuse et chaque clause du bail qui stipule que si vous endommagez la structure, vous allez en prison. J'ai créé une valorisation de 250 000 € à partir de farine et de sueur. Élodie, en revanche, a créé de la dette. D'abord, c'était sa ligne de bijoux de créateur qui a coûté 40 000 € à mes parents avant qu'elle ne se lasse d'enfiler des perles. Ensuite, c'était la marque de maillot de bain éthique qui a fait faillite parce qu'elle avait oublié de payer le fabricant. À chaque fois, mes parents venaient me voir. Juliette, disait ma mère, la voix chargée de culpabilité, ta sœur a des ennuis. Nous devons l'aider. C'est juste de l'argent. Tu pourras toujours en gagner plus. Et je le faisais toujours. Je payais ses fournisseurs. Je couvrais son loyer. Je nettoyais les dégâts qu'elle causait en poursuivant son esthétique du moment. Ils n'ont jamais respecté la boulangerie. Pour eux, c'était juste une pièce chaude et bruyante où je suais pour pouvoir signer des chèques. Ils ne voyaient pas une entreprise. Ils voyaient un emplacement, un décor vintage branché que je gardais égoïstement pour moi. Quand Élodie a décidé qu'elle voulait être fleuriste le mois dernier, j'aurais dû me douter que cela arriverait. Elle ne voulait pas trouver une boutique. Elle voulait ma boutique. Elle voulait les murs en pierres apparentes et la belle hauteur sous plafond sans les années de labeur qu'il avait fallu pour les sécuriser. Je me suis assise au bord de ce lit d'hôtel, fixant la capture d'écran d'Élodie tenant la masse. L'expression sur son visage n'était pas seulement de l'avidité. C'était de la vertu. Elle croyait sincèrement qu'elle me rendait service en détruisant l'œuvre de ma vie. Elle pensait qu'elle modernisait la marque familiale. Pour la première fois de ma vie, l'épuisement l'a emporté sur la culpabilité. J'ai réalisé qu'ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient mon utilité. Et maintenant qu'ils pensaient pouvoir saisir l'actif sans l'opérateur, ils se débarrassaient de moi. Si je rentrais pour les arrêter, je serais la méchante. Je serais la sœur jalouse qui écrase le rêve d'Élodie. Ils me manipuleraient jusqu'à ce que je m'excuse d'avoir sauvé ma propre propriété. Alors, j'ai décidé d'arrêter d'être le filet de sécurité. Si Élodie voulait être la patronne, elle devait faire l'expérience de la seule chose dont je l'avais toujours protégée, les conséquences. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'allais pas me battre contre eux. J'allais leur donner exactement ce qu'ils demandaient. Je suis restée assise longtemps dans l'obscurité de cette chambre d'hôtel,
regardant scintiller les lumières de la ville au loin. Mon premier instinct était de me battre. Je voulais appeler la police, appeler mon avocat, réserver un billet et crier jusqu'à ce que ma gorge saigne. Mais je me suis souvenu de ce que mon premier mentor en affaires m'avait appris sur le judo. Quand un adversaire fonce sur vous avec toute sa force, vous ne plantez pas vos pieds pour le bloquer. Si vous le faites, vous vous faites écraser. Au lieu de cela, vous vous écartez, attrapez sa manche et le tirez plus fort dans la direction où il va déjà. Vous utilisez son propre élan pour le briser. Élodie fonçait sur moi avec une masse et une vie entière de privilèges. Si je l'arrêtais maintenant, elle jouerait la victime. Elle pleurerait auprès de nos parents en disant que j'avais brisé ses rêves. Ils diraient que j'étais jalouse. Ils diraient que je me souciais plus des briques que de la famille. Le récit resterait le même, Juliette est la sœur méchante et égoïste. Alors, j'ai décidé de tirer. J'ai ouvert mon ordinateur. Je n'ai pas réservé de vol. J'ai ouvert un modèle juridique. Si Élodie voulait être la propriétaire, elle devait être la propriétaire de tout, y compris du passif. J'ai rédigé un document intitulé « Transfert des droits de gestion et de rénovation ». Pour un œil non averti, cela ressemblait à une reddition. On aurait dit que je remettais les clés du royaume. Mais je connaissais ma sœur. Je savais qu'elle ne lirait pas les petits caractères si elle voyait un signe euro. Alors, j'ai ajouté l'appât. J'ai inséré une clause tout en haut, dès l'exécution du présent accord, la trésorerie d'exploitation actuelle de 15 000 € sera débloquée au profit du chef de projet pour les coûts immédiats de rénovation. Je savais que ce chiffre l'aveuglerait. 15 000 €, c'était assez pour acheter les hortensias importées qu'elle avait probablement déjà dans son panier. C'était assez pour lui donner l'impression d'avoir gagné au loto. Puis j'ai enterré les clauses toxiques. Profondément dans la section 4, clause 4.2, le chef de projet assume l'entière responsabilité personnelle pour toutes les modifications structurelles, les violations du code de l'urbanisme et la conformité aux monuments historiques. Et dans la section 6, clause 6.1, les garants acceptent d'indemniser le propriétaire des murs et le précédent titulaire du bail pour tous les dommages causés au site classé jusqu'à la valeur totale du bail. J'ai envoyé l'email à mes parents et à Élodie. J'ai gardé le message court et vaincu. Vous avez gagné, ai-je écrit. Je suis fatigué de me battre. L'espace est à vous. Signez juste ceci pour que je puisse transférer la trésorerie et retirer mon nom des factures d'électricité. Une fois signé, l'argent est à vous. J'ai attendu. Mon cœur martelait contre mes côtes. Pas de peur, mais de l'adrénaline du pari. Je misais toute ma vie sur leur avidité. S'il montrait ça à un avocat, c'était fini pour moi. S'il lisait au-delà de la première page, il s'arrêterait. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Document signé, Élodie Dubreuil. Document signé, Bernard Dubreuil. Document signé, Solange Dubreuil. Ils n'avaient même pas pris le temps de faire défiler la page. Ils ont vu les 15 000 € et ils ont signé leur arrêt de mort. J'ai regardé les signatures numériques. L'horodatage prouvait qu'ils avaient fait cela de leur plein gré. Je ne me sentais pas heureuse. Je ressentais une finalité froide et lourde. Ils venaient d'autoriser leur propre destruction, et ils pensaient que c'était un tour d'honneur. Pendant les 2 semaines suivantes, je n'ai pas existé. Je suis resté en ville, mais je n'ai rien vu. Je suis resté dans ma chambre d'hôtel avec les stores baissés, mon ordinateur portable brillant dans le noir, regardant ma sœur démanteler ma vie à travers l'écran de mon téléphone. Élodie ne se contentait pas de rénover, elle faisait le spectacle. Elle postait 20 stories par jour. Libération de cet espace, a-t-elle légendé sur une vidéo d'un entrepreneur en train de détruire à la masse les carreaux de ciment d'époque que j'avais importés d'Italie. Parfois, il faut détruire l'ancien pour faire place au beau. Je l'ai regardé abattre le mur de briques porteurs. Je l'ai regardé se vanter du concept ouvert qu'elle avait conçu elle-même. Je l'ai regardé recevoir les encouragements de ses abonnés, la traitant de visionnaire, tandis que mes parents commentaient avec des émojis cœur et des louanges pour son audace. Ils étaient si fiers, ils étaient si bruyants, et ils documentaient chaque délit en temps réel. C'était tentant d'intervenir. Chaque instinct de mon corps hurlait de l'appeler, de la prévenir que le plafond allait s'effondrer, de l'arrêter avant qu'elle ne ruine tout. Mais je me suis souvenu du contrat, clause 4.2. Si j'intervenais, si j'offrais ne serait-ce qu'un seul conseil,
je pourrais être considéré comme réassumant la responsabilité. Je devais être un fantôme. Je devais les laisser se pendre avec la corde que je leur avais tendue. Mais je ne faisais pas que regarder. Je travaillais. J'ai consulté l'annuaire municipal. Je n'ai pas appelé la police. La police se fiche des mauvaises rénovations. J'ai appelé le service péril de la mairie. Je n'ai pas utilisé mon nom. J'ai utilisé le code. Je signale un risque imminent d'effondrement structurel sur un site classé monument historique. J'ai dit au répartiteur, ma voix plate et professionnelle. Il y a une démolition non autorisée d'un mur porteur principal en cours en ce moment même. L'adresse est 42 rue de la République. Vérifiez le compte Instagram Elodie-Baffleur pour les preuves en direct. Le ton du répartiteur a changé instantanément. Classé monument historique, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Et le bâtiment est occupé aux étages supérieurs. C'était la clé. Les violations du patrimoine vous valent une amende. Mettre en danger la vie des locataires déclenche une réponse d'urgence code rouge. J'ai raccroché et réservé un billet pour rentrer. J'ai parfaitement chronométré mon coup. Je ne serai pas là pour arrêter la démolition. Je serai là pour l'inauguration. Je voulais voir leur visage quand la poussière retomberait. Je voulais être dans la pièce quand ils réaliseraient que la gravité se fiche de leur esthétique et que la loi se fiche de leurs sentiments. J'ai atterri la veille de la grande ouverture. Je ne suis pas allé à mon appartement. Je suis resté à l'hôtel. J'ai vérifié mes emails une dernière fois. Une notification du service de l'urbanisme confirmait qu'une inspection prioritaire était prévue pour 10 h le lendemain matin, exactement 1 heure après qu'Elodie ait ouvert ses portes. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à attendre qu'il se referme. Je me suis garé en face de Elodie Fleur à 9 h 30. De mon point de vue, l'endroit ressemblait à une couverture de magazine. Les vitrines brillaient, remplies d'explosions de pivoine rose et de rose blanche. Un ruban blanc barrait la porte d'entrée. Elodie avait même engagé un service de voiturier. Des voitures s'arrêtaient déjà, déversant des influenceurs locaux et le cercle social de mes parents. Tout le monde était habillé en couleur pastel, tout le monde souriait pour les caméras. J'ai lancé le direct sur mon téléphone. Elodie était à l'intérieur, tenant une coupe de champagne, entourée d'une foule d'admirateurs. Elle était rayonnante. Elle avait l'air d'avoir gagné. Je veux juste remercier mes parents, disait-elle à la caméra, la voix chargée d'émotion. Ils ont cru en ma vision quand personne d'autre ne le faisait. Ils m'ont aidé à libérer cet espace de son passé industriel sombre pour en faire quelque chose plein de lumière et de vie. Mes parents rayonnaient à côté d'elle. Mon père avait son bras autour de ses épaules, l'air plus fier que je ne l'avais jamais vu. Ma mère disait à un groupe de femmes, nous avons juste dû intervenir. Juliette était en burn-out. Elle n'avait plus l'énergie pour gérer une propriété comme celle-ci. Elodie lui a insufflé une nouvelle vie. Je les regardais se prélasser dans l'adulation. L'orgueil était suffocant. Ils ne prenaient pas seulement le crédit. Ils réécrivaient l'histoire. Ils effaçaient 8 ans de ma vie et les remplaçaient par un récit où ils étaient les sauveurs et moi l'obstacle. Mais alors que la caméra faisait un panoramique de la pièce, j'ai vu autre chose. Quelque chose que les invités étaient trop occupés à boire pour remarquer. Au-dessus de la nouvelle arche élégante où se trouvait le mur de briques, une fine brume blanche descendait. De la poussière de plâtre. Et juste au centre de la poutre du plafond, une fissure capillaire zigzaguait vers l'extérieur comme un éclair. Le bâtiment gémissait. Le mur porteur qu'ils avaient enlevé était la colonne vertébrale de la structure, et sans lui, les poutres en bois centenaire commençaient à s'affaisser. Il faisait la fête à l'intérieur d'un poumon qui s'effondrait. Je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti un détachement froid et clinique. J'ai regardé ma montre. 9 h 55. Une berline noire s'est arrêtée au bord du trottoir quelques voitures plus loin. Mon avocat, maître Delorme, calme et professionnel, en est sorti, tenant une pochette en cuir. 2 minutes plus tard, une fourgonnette blanche de la ville a crissé des pneus dans la zone de livraison. La porte latérale a coulissé et l'inspecteur en chef de la sécurité des bâtiments est sorti, ajustant son gilet haute visibilité. Il avait l'air en colère. Il ressemblait à un homme qui déteste être appelé un samedi pour un code rouge. Il a fait signe à la voiture de police derrière lui et un mur d'autorité, gilet, badge,
porte-bloc s'est dirigé vers l'entrée. À l'intérieur, Elodie levait son verre au nouveau départ. Sur mon écran, les portes se sont ouvertes à la volée. La musique s'est arrêtée. La foule s'est retournée alors que l'inspecteur traversait les fleurs à grandes enjambées, pointait un télémètre laser sur la poutre affaissée, et quelqu'un a crié « Coupez le direct ». Elodie ne l'a pas fait. Elle s'est figée. Le piège s'était refermé, et je regardais tout depuis ma voiture. La boutique est devenue silencieuse, le genre de silence qui survient quand une proie sent un prédateur. Le chef des pompiers a ignoré la main tendue de ma mère et est allé directement vers l'arche déchirée et la fissure qui s'élargissait au-dessus, la poussière tombant sur les compositions florales. Il a décollé un autocollant orange vif et l'a plaqué sur la vitre. Danger. Ne pas entrer. Ce bâtiment est structurellement compromis. Il a annoncé l'évacuation immédiate. C'est une scène de crime. Elodie a reculé en trébuchant, renversant un vase, l'eau s'accumulant autour de ses talons de créateur. Le direct continuait de tourner alors que son visage passait de la suffisance à la terreur. Et comme toujours, elle m'a pointé du doigt. « Ce n'est pas à moi », a-t-elle hurlé. « C'est à ma sœur, Juliette Dubreuil. Elle possède le bail. Arrêtez-la. » Mes parents se sont joints à elle instantanément, insistant sur le fait que j'étais la propriétaire négligente et qu'ils ne faisaient que nettoyer mon désordre. Ça ne m'a pas fait mal. Ça a tout confirmé. Puis la porte arrière s'est ouverte et mon avocat, maître Delorme, est entré dans le champ. Il a levé une petite télécommande et a coupé le logo projeté d'Elodie. Un PDF net l'a remplacé. En fait, inspecteur, a-t-il dit calmement, c'est incorrect. Il s'agissait d'un transfert des droits de gestion et de rénovation. Delorme a cliqué sur la clause 4.2. Le chef de projet assume l'entière responsabilité personnelle, juridique et structurelle pour toutes les altérations. Il a affiché le reçu du paiement de 15 000 € accepté par Elodie, prouvant que le contrat était actif. Elodie fixait sa propre signature, silencieuse. Delorme a cliqué à nouveau et a joué sa story Instagram d'il y a 2 jours. Elodie, riant avec une masse. J'ai décidé que le mur devait partir. C'était ma vision. Le silence de la salle est passé de la confusion à l'horreur. Elodie avait traité une structure porteuse comme de la décoration, et la gravité venait recouvrer sa dette. L'inspecteur en chef s'est avancé. La démolition d'une structure classée monument historique sans permis est un délit grave. Il a tendu la citation à comparaître à Elodie. 300 000 € d'amende plus l'étaiement d'urgence. Elodie a laissé tomber le papier. Je n'ai pas cet argent. Le représentant légal du propriétaire des murs a suivi, en raison de la négligence criminelle, nous déclenchons la clause résolutoire. Les 3 années restantes de loyer sont dues immédiatement. 180 000 €. Ma mère a gémi qu'il ne pouvait pas payer. Delorme a zoomé au bas du contrat. Clause 6.1, garant personnel, Bernard et Solange Dubreuil. Vous vous êtes porté garant auprès du propriétaire, a-t-il dit presque doucement. Si elle ne peut pas payer, la responsabilité est transférée sur vos actifs. Il a regardé mon père. La banque initiera une hypothèque judiciaire sur votre résidence principale d'ici lundi. Mon père a fixé les signatures, puis Elodie sanglotant parmi les fleurs mouillées, et enfin la caméra de sécurité, réalisant que je n'étais pas simplement parti, je regardais. 3 jours après l'arrêté de péril, l'assureur a envoyé une décision d'1 page. Réclamation refusée, couverture nulle en raison d'actes illégaux intentionnels par l'agent autorisé du titulaire de la police. La vidéo de vantardise d'Elodie leur a évité de payer un demi-million d'euros. Cela laissait mes parents. En 30 jours, leur maison se dirigeait vers la saisie pour couvrir les dommages structurels et le loyer accéléré. Ils ont fini dans une petite location en banlieue, blâmant Elodie, jamais eux-mêmes. Elodie a déposé un dossier de surendettement personnel. Sa marque et son cercle d'influenceurs se sont évaporés au moment où le rapport de police est sorti. Elle a essayé de prétendre que je l'avais piégée, mais Internet avait les preuves. Son clip avec la masse est devenu un mème. Elle n'était plus assurable. Aucun propriétaire ne voulait d'elle. Je n'ai pas tout perdu. Ma police d'assurance perte d'exploitation s'est déclenchée au moment où la ville a ordonné la fermeture. Et comme les dommages étaient classés sous la responsabilité d'un entrepreneur tiers, le paiement a été rapide et complet.
J'ai pris le chèque et j'ai fait ce que j'avais prévu avant qu'il n'essaie de prendre l'œuvre de ma vie. J'ai loué un nouvel espace, un laboratoire de production industrielle, pas une vitrine fragile classée au patrimoine. Pas d'enseigne, pas de passage piéton, juste une cuisine sérieuse construite pour le volume. Hier matin, ça sentait le levain et la victoire. Sophie a sorti des croissants dorés du nouveau four à sol et à souris. Les commandes sont en hausse de 20%. Elle dirigeait les opérations maintenant, et était payée en conséquence. Je n'ai pas écrit une longue lettre. J'ai joint l'avis de refus de l'assurance et envoyé 2 lignes sur le groupe de discussion familiale. Vous vouliez l'espace. Vous possédez les conséquences. Puis j'ai bloqué ma mère, mon père et Élodie. J'ai rangé mon téléphone, je me suis dirigé vers la table de boucher et j'ai enfoncé mes mains dans la pâte vivante et chaude, la mienne.